Bienvenue au Polysécure, épisode spécial NordSec. Je suis avec Christian. Peux-tu te présenter? Oui, je suis Christian Paquin. Je suis cryptographe dans l'équipe de recherche chez Microsoft Research. Je suis nativement montréalais, mais la vie m'a amené à différents endroits, à Seattle pendant un bout de temps, chez Microsoft, et maintenant je suis dans la région de Washington, D.C. J'ai commencé ici à faire des trucs d'ordinateur quantique. J'ai étudié avec Gilles Brassard à l'Université de Montréal, qui vient de gagner le prix Turing, très, très reconnu. Donc, c'est intéressant à voir. Ma carrière m'a amené à différents endroits cryptographiques. Après, ça semblait comme de la science-fiction, l'ordinateur quantique à l'époque, il y a 25 ans. Et maintenant, c'est devenu presque une réalité. Donc, j'ai passé une partie de ma carrière à développer des algorithmes post-quantiques pour se défendre contre cette nouvelle source possiblement problématique. Et beaucoup de trucs aussi sur comment améliorer la vie privée sur les identités numériques. Ce qui m'amène un peu aussi probablement au sujet du jour de ce que j'ai présenté ou ce que je vais présenter à NordSec sur la provenance comment on dit, des digital assets. Oui, les actifs numériques. Oui. Justement, c'est justement ton sujet. Puis on va le faire en deux phases. Ça va être sur la protection de fond de l'identité dans les actifs numériques qui sont maintenant signés pour se protéger contre la désinformation, les deepfakes et ainsi de suite. Il y a 2 ans que tu me mentionnais que tu avais fait l'explication de base de la technologie qui permet justement d'identifier de façon robuste ces actifs-là, justement pour éviter qu'ils soient trichés puis qu'on ait enfin retrouvé une certaine forme de confiance aux informations, aux photos, aux vidéos qui nous sont transmises. Fait que ça va peut-être commencer par cette introduction-là pour appuyer la seconde partie de ta présentation spécifique que tu as faite au NordSec. Oui, tout à fait. Donc, c'est évidemment avec la levée ou l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça a amené beaucoup de problématiques vis-à-vis de la désinformation. C'était évidemment très facile de créer des images, des vidéos de toutes sortes, et qui nous fait perdre la confiance dans ce qui est vrai, possiblement. Donc, l'industrie s'est posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour combattre ça? Et une des choses à laquelle on a pensé, c'est qu'on peut signer, en fait, tout ce genre de données, les images vidéo, les fichiers audio, même les fichiers textuels, pour pouvoir déterminer l'origine de ces types de données-là. Et il y a une coalition qui s'est formée, qui s'appelle C2PA, qui est en anglais Coalition for Content Provenance and Authenticity. Donc, en français, ce serait la coalition pour la provenance et l'authenticité du contenu, qui définit un protocole pour pouvoir signer les données numériques comme ça et de suivre aussi toutes les transformations qui sont faites sur ces données. Donc, par exemple, l'exemple typique, c'est que si j'ai une caméra Sony, par exemple, qui prend une photo, je suis un journaliste, disons, et je prends une photo sur le terrain. La photo est signée par une clé privée et toute la cryptographie, c'est la même cryptographie qui protège le web PKI, donc la même chose que dans HTTPS ou les PKI classiques. Donc, la caméra va signer l'image avec la clé privée qui est dans l'appareil sécurisé. Et une grosse image possiblement. Et après ça, un éditeur prendrait ça et ferait des petites transformations. On va peut-être changer la taille de l'image, mettre des filtres, faire un peu d'édition. Et ce qui va transformer l'image. Donc, la signature qu'on a fait dans la caméra n'est plus valide parce qu'on a modifié l'image. Donc, l'éditeur, peut-être Photoshop, disons, resignerait les transformations qui ont été faites. Et après ça, la photo continue son voyage. Donc, elle suspecte qu'elle va être postée sur Facebook. Et Facebook, pour pouvoir le transmettre à des appareils téléphoniques, disons, va pouvoir aussi changer la taille de l'image pour que ce soit plus facile à télécharger. Et ça aussi, ça va briser la signature préalable. Donc, Facebook resignerait l'image aussi. Donc, toutes ces transformations-là sont capturées dans l'image elle-même ou sur un
quelque part dans une base de données accessible et qui capture essentiellement tout l'historique et la provenance de l'image. Donc, ce qu'on appelle le screen to screen, donc d'écran à écran, l'écran de la caméra jusqu'à l'écran du consommateur. Donc, toutes les transformations d'image ont pu être authentifiées. Oui, ben c'est ça. Ça permet clairement de tracer le chemin de tout le monde, puis tout le monde signe. Que aussi, juste parce que je connais mal ce standard-là, j'imagine que les signatures, parce qu'une fois que l'image a changé, la signature, c'est ça, devient invalide, puis il y a une nouvelle signature, mais avant d'appliquer la nouvelle signature, il doit y avoir quand même une vérification de la signature qui a précédé le chemin, justement, pour avoir une espèce de chemin de confiance, si on veut, là, par rapport à ça. Oui, tout à fait. Et on pourra en parler plus tard. Si on parle de techniques cryptographiques très avancées qui pourraient solidifier ce pipeline-là, disons. Mais pour l'instant, la seule chose qu'un validateur peut faire, c'est vérifier la dernière signature. Parce que essentiellement, en modifiant l'image, on invalide les signatures précédentes. Mais l'historique est là et il peut y avoir des liens. Ça dépend des applications et ça dépend des scénarios. Une image que quelqu'un va mettre sur son Facebook n'a pas le même niveau de sécurité ou les demandes de sécurité qu'une image militaire qui vient d'un satellite militaire, disons. Donc, il y a moyen de garder quelque part de façon accessible toutes les itérations d'image avec l'image qui a été signée à un tel moment. Donc, on pourrait retracer et vérifier chaque étape. Il y a aussi moyen de garder toutes ces transformations-là de façon compressée dans une primitive cryptographique qu'on appelle des Zero Knowledge Proofs. J'en ai parlé un peu dans la conférence, on va y arriver plus tard dans la discussion sûrement. Donc, la technologie est assez générale et elle permet de satisfaire plusieurs scénarios et des use cases, comme on dit. Je m'excuse, ça fait... Tu l'as clairement mentionné au début, tu as passé une bonne partie de ta vie dans un milieu anglophone. Oui, ça fait 15 ans que je travaille professionnellement en anglais, donc j'en perds un peu mon français technique. Oui, c'est un peu plus corsé. Donc, ça, c'est les assises de la technologie qui ont été faites. Tu mentionnais, puis je pense que c'est là où tu allais aussi, elle est largement maintenant adoptée par les grands joueurs de l'industrie. Donc, il y a une généralisation de cette technologie-là. Le point, puis la cryptographie est très forte là-dessus. Elle permet de lier facilement le générateur de l'image et éventuellement la personne qui va avec. Donc, on sacrifie en quelque sorte le fait d'être anonyme versus le contenu de l'image. Puis c'est là où la présentation qui était aujourd'hui était plus axée sur cette transformation de maintenir le lien de confiance de la qualité de l'image, donc limiter la désinformation, tout en protégeant l'identité de la personne qui est associée à ce genre de choses. Puis tu avais nommé Banksy notamment ou Angine de poitrine, ça va être plus récent. Sur ces groupes-là qui veulent rester anonymes, mais quand même doivent protéger leur œuvre, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, la spécification du C2PA, C2PA, c'est quand on a de la misère à dire, c'est comme C3PO, c'est C3PO dans Star Wars. C'est le même ordre de lettres et de chiffres. Donc, oui, la spécification, l'authentification forte des données, c'est par design. Donc, c'est ça qu'on veut dans la majorité des cas. Et la coalition maintenant regroupe les grands joueurs technologiques. Et comme tu as mentionné, tout le monde est en train d'intégrer cette technologie-là dans leur système. Si tu vas à OpenAI aujourd'hui, tu génères une image, elle va être signée par C2PA. Sony a des caméras déjà qui permettent de faire ça. Google, dans leur dernier téléphone Pixel, ont l'option de signer avec C2PA aussi. Et Adobe qui ont une grande présence dans la coalition aussi. Tous leurs outils supportent ça. Et les trucs chez Microsoft aussi. Donc, ça s'en vient. Et maintenant, moi, je suis un chercheur, donc j'essaie toujours de trouver, c'est quoi la prochaine chose qui n'est pas résolue. Et pour un peu recouper mes intérêts de recherche qui sont sur l'amélioration de la vie privée en ligne, j'ai analysé certains, justement, problèmes où
on voudrait avoir un grand degré d'authentification et de savoir qu'une image est authentique et qu'elle a une certaine provenance, mais on voudrait aussi préserver l'anonymat du créateur de l'image. Et bon, il y a quelques cas. Il y a un des cas très importants, c'est de protéger, par exemple, certains journalistes sur le terrain, peut-être des photographes qui documentent des crimes humanitaires dans dans des guerres à différents endroits, et que si il serait identifié, il pourrait avoir des conséquences très négatives. On a vu on a vu des journalistes qui ont été assassinés par des régimes politiques qui étaient contre eux. Et donc, il y a certains agences journalistiques qui voudraient pouvoir publier ça, sachant par exemple que c'est un de leurs journalistes ou peut-être un photographe affilié avec, disons, la Associated Press, comme on dit, les organisations internationales de photographes, mais sans avoir l'habileté de dire c'est lequel. Même si la police ou un régime politique vraiment adversarial viendrait cogner à leur porte et dire dis-nous c'est quel journaliste qui a pris la photo. On pourrait être en mesure de dire non, j'ai aucune idée, c'est un des 1000 journalistes dans l'association, mais je ne peux pas savoir c'est lequel. Donc eux, ils ont l'assurance que c'est pas un truc qui a été généré par de l'IA, mais que ça vient vraiment d'un journaliste professionnel affilié, mais sans savoir nécessairement c'est lequel. Et il y a d'autres aussi scénarios intéressants, encore dans le domaine journalistique. Par exemple, pour protéger des sources confidentielles ou j'ai oublié le mot français, les whistleblowers, qui dénoncent des trucs à l'interne là, dans une corporation, disons, et qui pourraient avoir filmé des trucs ou accès à des trucs qui ont été authentifiés par leurs appareils, leurs téléphones ou quoi que ce soit. Et on ne voudrait pas que ça soit associé à eux. Et finalement, Banksy, que tu as nommé, certains artistes, oui, qui aimeraient rester anonymes, qui aimeraient pouvoir publier des trucs, dissémer leurs arts sur l'Internet et que ça soit associé à eux, dire que c'est vraiment une de mes œuvres. Donc, ça n'a pas été créé par quelqu'un d'autre, un humain ou un système d'IA, mais sans que leur signature puisse révéler leur vraie identité. Oui, ben c'est intéressant parce que on se retrouve dans un contexte où on veut assurer l'authenticité des choses, mais on ne veut pas être capable de retracer la personne d'origine. Le code du journalisme est le plus parlant en ce sens-là pour moi. C'est que là, comment on peut assurer que le journal publie soit capable de dire ben, je ne sais pas comment je reçois, mais j'ai aucune idée. Mais au moins, je suis capable de savoir qu'il est authentique, que c'est un journaliste qui est sur mon payroll, mais je ne sais pas lequel. Fait que là, c'est des défis qui sont quand même au niveau cryptographique très intéressants pour réussir d'arriver aux deux objectifs qui, en tout cas en apparence, sont un peu contraires. Là. Oui, tout à fait. Et ça paraît contre-intuitif, mais la cryptographie moderne nous permet de résoudre ce genre de problème. Et c'est une technologie qui existe depuis assez longtemps, depuis les années 80-90, mais elle est devenue récemment un peu plus efficace, ce qui nous permet de pouvoir la considérer pour des cas plus pratiques. Donc, la prochaine partie de la présentation, c'était quelles sont les solutions techniques qui pourraient nous aider à résoudre ce genre de scénario. Et il y a deux procédés très simples qui fonctionnent déjà avec la spécification, qui nous permet de faire low-hanging fruit, comme on dit en anglais, donc les solutions plus simples. Premièrement, tout C2P, c'est basé sur le PKI classique. Donc, tout fonctionne avec des certificats X509, tout à fait conventionnels. Et ce qui veut dire que, ce certificat, c'est émis par une autorité de certification, un CA, et l'utilisateur va prendre ça, va être intégré soit dans son organisation, si c'est genre Radio-Canada qui va signer leur truc, ou des appareils. Donc, dans la caméra, dans ton système d'enregistrement de podcast qui pourrait signer notre conversation.
pour être sûr que ça a été capturé dans la vraie vie. Et après ça, quand c'est vérifié, quand le résultat final, l'image, la vidéo est vérifiée, la signature est vérifiée. Et le problème avec ce genre de certificat, c'est que ça identifie très uniquement la personne ou l'entité à laquelle ça a été émise. Parce qu'à l'intérieur, il y a des informations qui t'identifient, mais non seulement ça, il y a aussi la clé publique et la signature de l'émetteur, qui sont essentiellement des empreintes digitales uniques, des empreintes numériques qui sont uniques. C'est un grand nombre aléatoire, mais c'est toujours le même. Donc, si j'utilise le même certificat pour signer plusieurs images, même s'il n'y a pas d'identifiant qui peut révéler ma vraie identité, on peut quand même créer un dossier sur moi, dire OK, c'est la même personne qui a créé toutes ces images-là, et celui qui m'a remis ce certificat, le Certificate Authority, lui, va être en mesure de savoir qui a donné le certificat 3496 à Christian il y a 2 mois. Et donc, ce qu'on doit faire, donc les 2 solutions simples, c'est probablement, je pourrais ne pas utiliser un Certificate Authority, je pourrais créer mon propre certificat et le rendre disponible quelque part pour que les personnes qui valident mon contenu ont juste à consulter ce certificat-là. Donc, dans l'exemple de Banksy ou Angine de poitrine, ils pourraient mettre sur leur site web, voici le certificat que je vais utiliser pour signer mon œuvre. Et quand vous allez voir une signature qui vient de ce certificat-là, vous allez pouvoir être convaincu que c'est bien moi qui l'ai créé et que c'est pas quelqu'un d'autre qui prétend être moi. Un peu comme on voit sur les logiciels où ils diffusent la clé sur leur site qui nous permet de corroborer que qu'est-ce qu'on a téléchargé et de la bonne origine à ce moment-là, un peu dans le même esprit. Oui, c'est très OpenPGP ou PGP comme dans le style. Donc, j'ai ma propre clé et pour pouvoir vérifier mon contenu, on doit avoir une conversation, un moyen d'échanger, de dire OK, ça c'est bien toi et je peux reconnaître. Ce qui fonctionne bien pour ce genre de truc-là. Mais ce qui fonctionne moins bien pour permettre à une tierce personne de pouvoir valider tes attributs, ton identité, tes affiliations. Donc, dans le cas journalistique, c'est un peu plus dur. Genre, est-ce que si je veux savoir que c'est un des journalistes affiliés à l'Associated Press, ça ne fonctionnerait pas. Ou pour dire si je reçois d'une source confidentielle un enregistrement qui a été fait avec un téléphone de chez Acme Corporation. Et là, je dis, je ne sais pas si tu travailles vraiment à cette compagnie-là parce qu'il n'y a rien qui a été signé sous leur hiérarchie. Donc là, on aura besoin de quelque chose d'un peu plus avancé. Et ça va être le prototype cryptographique que j'ai fait, que je vais parler dans quelques minutes. La deuxième solution plus simple, c'est juste, plutôt que de réutiliser le même certificat, je pourrais utiliser un différent à chaque fois. Donc, dans l'industrie, il y a une tendance maintenant à réduire la durée de validité d'un certificat. Right? Donc, avant, c'était un certificat pour ton site web pourrait être valide pendant 5 ans. Maintenant, c'est 1 an maximum. Il y a plusieurs CA qui poussent pour que ce soit plus court encore, vers 3 mois ou quelque chose comme ça. Et maintenant, la tendance est même à avoir des certificats très, très, très courts de quelques jours seulement et qui soient toujours renouvelés. Et ça simplifie beaucoup de choses techniquement. Ça permet de ne pas avoir à dealer avec les révocations qui sont toujours problématiques quand un certificat devient invalide si on perd la clé privée ou quelqu'un qui a accès. Ça nous permet de pouvoir changer sans avoir trop de dommages. Alors, à l'extrême, on pourrait dire je vais utiliser le certificat juste une seule fois et en prendre un nouveau à chaque fois. Donc là, chacun si les certificats sont émis à mon téléphone, par exemple, qui n'identifie pas mon nom, mon identité, j'aurais l'air que toutes mes photos que je publie auraient l'air juste de dire OK, c'est un certificat au hasard, puis un autre au hasard, et un autre au hasard. Et ce qui fonctionne bien pour se protéger contre, disons, tu veux pas que Facebook et que Instagram, qui est la même compagnie, mais Instagram ou Twitter ou tous les trucs sur lesquels tu publies ne pourraient pas déterminer que tu es la même personne. Mais celui qui t'a donné le certificat, tout cette batch de certificats-là pourrait les lier parce qu'il les a déjà fait. C'est une solution qui semble un peu lourde, mais c'est en fait ce que Google a fait pour leur téléphone Pixel qui fonctionne comme ça. C'est assez étonnant. J'étais surpris de voir
l'effort qu'ils ont mis pour pouvoir garantir ce niveau de vie privée, de protection de la vie privée, du moins pour leur utilisateur. Mais c'est un coût d'infrastructure assez grand. Ils doivent avoir beaucoup de renouvellement de certificats. Pour ma compréhension, puis là, tu as un exemple réel en plus. Ça veut dire qu'à chaque fois, dans le cas extrême, à chaque photo que je prends, je me fais remettre un nouveau certificat de ma racine. C'est que ma racine me fournit donc essentiellement à chaque fois que je prends une photo, Google m'envoie un nouveau certificat puis révoque celui qui a été utilisé pour la photo précédente. Dans un cas extrême, là. Oui, c'est exactement ça. Et c'est probablement fait de façon plus efficace. Donc, ils peuvent les envoyer en batch, comme Oui, probablement. Mais tu prends la photo. Pour la démonstration, c'est vraiment à chaque fois j'ai un nouveau certificat, à chaque nouvelle photo. Donc, si je prends 500 photos, je vais brûler 500 certificats. Exactement. Là. Et ils n'ont pas besoin d'être révoqués, donc d'être mis sur un CRL. Tu as juste besoin de ne pas l'utiliser. Donc, techniquement, tu pourrais le réutiliser. C'est juste que ça permettrait à l'écosystème de déterminer que c'est 2 fois toi qui as fait ces 2 photos-là. Donc, ton client, ton téléphone, à ce moment, pourrait juste l'effacer et en prendre un nouveau. Puis dans ce contexte-là, Google est la racine. Donc, ils ont un PKI spécifique. Au minima, la racine est toujours reliée au certificat que j'utilise dans la structure dans laquelle je suis. Ce qui permet à tout le monde de vérifier que ça vient bien d'un téléphone Pixel dans ce cas-ci. Mais ça permet aussi à Google de savoir que ces deux certificats appartiennent au même téléphone parce qu'ils l'ont donné au même téléphone. Probablement qu'ils font très attention de ne pas garder ces logs-là et de tout effacer, d'être sûr qu'ils ne gardent pas l'information. Mais en théorie, s'il y aurait quelqu'un qui un malicious insider attack, là, il y aurait la possibilité d'enregistrer tout ça. Ce qui nous amène maintenant aux techniques cryptographiques avancées qui permettent de protéger l'utilisateur au maximum sans avoir à faire confiance au reste du système. Et en fait, ce sont deux techniques que j'ai créé un prototype open source qui démontre la faisabilité de cette approche-là et aussi permet aux gens de pouvoir avoir accès et de jouer avec le système. La première, c'est de transformer le type de signature qu'on utilise pour signer les données, les images et vidéos. En ce moment, les certificats X509 utilisent l'algorithme RSA ou ECDSA, ICDSA, qui est basé sur les courbes elliptiques. Et dans le futur, on est en train de travailler pour pouvoir ajouter des signatures post-quantiques aussi dans la spécification C2PA. Mais toutes ces signatures-là ont un problème de traçabilité. Quand elle m'est remise par l'émetteur du certificat, elle ne change pas. Comme dans le fond, je reçois un grand nombre unique et je présente ce même grand nombre unique-là, j'attache ce grand nombre unique-là à la photo que je signe. Il y a différents types de signatures en cryptographie qui permettent d'ajouter de transformer aléatoirement cette signature-là et la clé publique que je génère dans le processus. Ce qui fait que quand je reçois mon certificat et que je le présente, il n'y a pas l'air de la même chose. Donc, tout le monde peut vérifier que prenons Google encore en exemple, si Google utilisait cette technique-là, tout le monde pourrait vérifier que ça vient bien de la hiérarchie de Google, que la racine de la chaîne X509 vient bien de Google. Mais en regardant la clé publique et la signature qui a été générée, il n'y a aucune façon de savoir ce certificat a été donné à Christian. Ça a été donné à un de mes millions d'utilisateurs. Et il y a une transformation cryptographique qui est faite par l'usager avant de l'utiliser. Il y a différentes façons, il y a différents algorithmes qui permettent de faire ce genre de trucs-là. Ça a été développé pendant les 30 dernières années. Et la technique que j'ai utilisée, l'algorithme que j'ai utilisé dans mon prototype s'appelle BBS, les acronymes de 3 auteurs, et qui est un algorithme qui est en processus de standardisation dans le IETF. Donc, c'était le meilleur candidat pour montrer la faisabilité de ça.
La deuxième technique que j'ai utilisée, c'est en utilisant des preuves zero knowledge. Mais je ne sais pas s'il y a un mot francophone pour ça. Et qui est un procédé cryptographique et mathématique qui est semblable presque à de la magie, qui permet de prendre un énoncé véridique et de pouvoir prouver qu'un énoncé est vrai sans révéler l'énoncé. Et dans notre cas, ce qu'on prend, c'est que comment ça fonctionne, c'est qu'on signerait une image avec C2PA de façon normale. Donc, je signe avec mon certificat X509, je crée une signature numérique. Mais au lieu de mettre le certificat dans l'image, je remplacerai ça par une preuve qui démontre que la signature la signature aussi, je ne la mets pas là parce que ça pourrait m'identifier. Donc, la signature que je cache ici, elle a été générée correctement sur les données. J'ai rien qui a été modifié. Que le certificat qui a été utilisé a bien été émis par l'émetteur que je démontre. Donc, si par exemple, l'émetteur était Radio-Canada, je peux dire, OK, c'est un des journalistes de Radio-Canada qui a généré ça, mais je ne sais pas lequel. Et le certificat était valide au moment que la signature a été créée. Donc, dans le certificat, il y a une date d'expiration, une date à laquelle le certificat devient invalide. Je peux montrer que le moment de la signature est avant l'expiration du certificat, sans révéler la valeur de cette date d'expiration. Parce que ça aussi, ça pourrait être une espèce de side channel qui pourrait m'aider à identifier la personne. Il y a des milliers d'utilisations, mais il y a juste une douzaine d'utilisateurs qui ont un certificat qui expire le 4 janvier, donc je ne voudrais pas révéler cette information-là. C'est intéressant. Je reformule pour être sûr, parce que ça commence à devenir un peu complexe. C'est-à-dire qu'on est capable de déterminer que l'image est signée à partir d'une autorité reconnue. Je parlais de Radio-Canada en l'occurrence. Que le certificat qui est utilisé pour signer l'image est valide, dont la date, tout, et vient bien de la source, mais toute l'information qui permet d'identifier le certificat qu'il a signé n'est pas là, mais on a l'information qui nous confirme que le certificat était valide. C'est ça, tout à fait, exactement. Et ça, c'était ces technologies-là. Cette technologie-là, Zero Knowledge, ça a toujours été très lourd, très, très compliqué, très lent et très compliqué à implanter, à développer. Mais depuis quelques années, ça s'est beaucoup amélioré, ce qui fait que ça nous permet maintenant de considérer ça en pratique. Donc, ce prototype-là que j'ai rendu disponible, je le partage avec le monde pour les gens qui ont d'intérêt dans ce genre de technique-là peuvent regarder, mais aussi pour continuer la conversation à l'intérieur de la coalition, du C2PA, pour pouvoir voir si on peut adresser ce genre de problème-là. C'est intéressant. Puis tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne, justement, qu'on arrive à justement cette façon-là. On a la source, on ne connaît pas le certificat, mais on connaît la validité. Comment ça se matérialise cette façon-là? Tu dis que c'était lourd avant, puis maintenant moins, mais est-ce que tu peux descendre un peu plus? Oui, lourd, c'est l'efficacité des protocoles, en fait, qui a eu beaucoup de développement. Il y a eu une grande vague d'investissement dans la crypto-monnaie. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements qui a été fait. Et cette industrie-là a développé beaucoup d'outils pour le Zero Knowledge, qui est utilisé pour faire les smart contracts, les trucs avec Ethereum, qui permet justement de faire des transactions et dire, OK, si tel truc a été fait et sans révéler nécessairement l'identité des comptes qui sont utilisés, mais on peut vérifier que 2 comptes appartiennent aux mêmes personnes. Donc, il y a beaucoup de trucs Zero Knowledge qui sont utilisés dans ce domaine-là. Et tout l'investissement qui a été fait dans les outils, ça a amené beaucoup de recherche aussi. Et ce qui a donné... donc, l'amélioration est surtout... l'amélioration d'efficacité non seulement sur les protocoles mathématiquement, mais aussi sur les outils qui ont été implantés. Donc, tout s'est amélioré across the board, comme on dit. Donc, ça nous permet aujourd'hui de considérer ça dans d'autres domaines. Donc, en identité numérique et aussi pour l'authenticité des données. C'est intéressant que les travaux qui ont amené au blockchain pour arriver au smart contract et ainsi de suite
soit maintenant rendu utilisé dans d'autres domaines. C'est des effets collatéraux très intéressants d'une utilisation X pour maintenant arriver à d'autres facettes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de ces avancées-là qui est en cours ou que tu as présenté? Ça couvre un peu la présentation qui, qui était quand même courte. Et il y a beaucoup d'activités que j'ai reliées au domaine que j'ai pas eu le temps de présenter dans la conférence, mais c'est en tant que personne de sécurité et de cryptographie, il y a une très grande. Non, on a beaucoup de problèmes réels à déployer ce genre de solution parce que on a une expérience déjà avec le web PKI, hein, genre la transition entre HTTP et HTTPS qui a été transformative pour la sécurité sur le web, mais qui ne vient pas sans problème. Donc, c'est une grosse infrastructure qui a été mise en place, beaucoup d'outils, les gens comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. On a eu des problèmes avec le UI, de mettre un petit cadenas et comment, et des trucs de sécurité qui disent OK, le certificat n'est pas valide, et là, les gens cliquent OK, on s'en fout. Donc, un problème très de base est très difficile à faire. Et dans le cas du C2PA, il va y avoir une complexité plus grande, à savoir le nombre de scénarios, le nombre de transformations possibles. L'aspect est beaucoup, beaucoup plus compliqué et ça va toucher les gens à plusieurs niveaux, pas juste quand on se connecte à un site web. Et non seulement ça, le déploiement du PKI était très aussi difficile de gérer, comme on dit, les trust frameworks, savoir quelles sont les entités à laquelle on peut faire confiance. Donc maintenant, on a des certificats qui sont intégrés dans tous les navigateurs web automatiquement, où il y a des trucs comme Let's Encrypt qui permettent aux gens d'avoir une identité. Mais dans la vraie vie, il va y avoir, pour le C2P, ça ne sera pas juste des organisations qui ont un site web. Ça va être des organisations journalistiques, ça va être des fabricants d'appareils, ça va être des fabricants de logiciels, ça va être des gens dans le Hollywood qui vont commencer, à signer probablement leurs trucs aussi, des gens qui font les publicités et ont aussi un gros consortium qui regarde ça, les trucs médicaux, les trucs militaires. Donc, il va y avoir une grosse gestion et quand même une grande problématique de savoir d'arriver à déployer un écosystème qui va nous permettre d'augmenter la confiance qu'on a au contenu qu'on peut consommer. Ben, ça présente des défis importants parce que tu l'as bien exposé au sens où on part d'une infrastructure relativement petite, parce que le nombre de sites web est quand même pas infini, quand même limité. Alors, on a pris beaucoup d'années avant de maturer à ce niveau intéressant pour que ça devienne plus facile avec des guillemets, là, parce que c'est encore difficile. Et les efforts comme Let'Encrypt de changer, disons, la vitesse de rotation, ainsi de suite, et la capacité de mécaniser est arrivé que très récemment dans l'histoire du web. Là, on en va dans juste au niveau de la photo. On est dans un univers qui est complètement différent. Le volume d'appareils qui en fait n'est pas le même. Et le volume de photos générées est aussi beaucoup plus grand. Puis dans un des exemples que tu mentionnais, un des cas d'usage, Google qui applique un certificat différent sur chaque photo, le volume de photos que les gens génèrent maintenant est immense. Ça va créer des structures qui devront supporter ça, je pense qu'on peut même difficilement imaginer à l'heure actuelle. Oui, ça va être, il va y avoir beaucoup de ce genre de défis-là. Mais il n'y a rien d'insurmontable. C'est juste beaucoup de travail, mais je pense qu'on fait face à, disons, une menace, entre guillemets, de perdre la confiance complètement en ce qui est vu. Et j'aime faire un parallèle avec justement le protocole TLS et les sites HTTPS. Quand on a commencé la transition, plus d'une décennie, c'était qu'est-ce que c'est ça, HTTPS, les sites web qui sont protégés, c'est un peu bizarre. Mais 10 ans plus tard, si tu vois un site web qui n'a pas
HTTPS, c'est clairement, on ne fait pas confiance. Le navigateur te met des gros red flags dans la face. Donc, on peut être maintenant plus sécuritaire. De la même façon, pour les données qui supposent avoir une certaine véracité, donc je ne parle pas des vidéos de chats, d'animaux, des chats qui font des trucs comiques sur YouTube ou des photos, des memes sur Reddit, mais des gens qui disent regarde ce qui se passe dans la rue, ici il y a une émeute ou un truc qui vient d'un journal reconnu ou un truc qui a été dit par un politicien. S'il n'y a pas une marque d'authenticité dans 5-10 ans, ça va être juste ignoré parce qu'on dit clairement, ça peut être généré. C'est même plus immédiat que 5-10 ans. Je pense qu'on parle dans les prochains 2 ans. Ouais. Si on n'a pas un déploiement substantiel de ça, juste dans l'espace politique, c'est déjà en train de subir une érosion très, très importante. Les gens ont plus confiance. Et si on n'agit pas, effectivement, là, ça va devenir catastrophique. Oui, donc je pense que l'infrastructure va s'équiper pour pouvoir créer et consommer ces marques d'authenticité-là. Et ça ne veut pas dire que si tu ne le fais pas, tu ne participes pas, tu vas être nécessairement mis à part, mais probablement que le contenu qui a une marque d'authenticité comme ça va probablement juste être plus visiblement intégré par les algorithmes qui génèrent les feeds de tout le monde. Ils vont pas dire, OK, ça a une plus grande priorité parce que je sais d'où ça vient. Le reste, je peux peut-être déprioritisé. Je vais peut-être mettre un warning ou quelque chose. OK, attention, cela. Un peu comme Google a fait avec les sites qui n'étaient pas HTTPS. Mm-hmm. Ils ont été littéralement tassés de l'indexation de ce qui était. Donc, tu devenais finalement un citoyen de seconde zone parce que ton site n'était pas chiffré, donc tu n'es plus indexé, donc virtuellement tu n'existes plus. Ça fait ce que tu mentionnes, pour les médias numériques, c'est ce qui risque d'arriver aussi tranquillement. Le système va favoriser l'usage de ces moyens-là. Oui, tout à fait. Donc, et c'est important de dire aussi que ça reste une participation volontaire parce qu'il y a une grande partie de notre vie personnelle dans laquelle on n'a pas besoin, on ne voudrait pas justement tout signer. Ça va créer des problèmes dans lesquels on a parlé aujourd'hui. Et dans certains cas, si on voudrait avoir un peu le meilleur des deux mondes, pouvoir garantir qu'une image a évidemment été créée, c'est vraiment mon chat qui est en train de faire des pirouettes comiques, que ça a été capturé par mon téléphone, mais que je peux partager ça sans avoir à m'identifier. Les techniques dont on a discuté aujourd'hui permettraient de réaliser ce genre de scénario. Cool. Merci pour ce partage-là. C'est super intéressant. Parce que moi, personnellement, ça m'a amené cette connaissance-là de toute cette stratégie-là et notamment les moyens qui sont à notre disposition. Puis je vais m'y intéresser davantage, justement, parce que pour moi, je trouve ça très important, mais tout en sachant que si je veux être anonyme, j'ai toujours la capacité de l'être et de ne pas être nécessairement tracé par rapport à ce genre de choses-là. Ou si je veux être un lanceur d'alerte, je vais être nécessairement protégé. On ne sera pas capable de remonter vers moi et donc d'avoir des représailles qui pourraient réduire ma volonté de vouloir déclarer quelque chose qui est néfaste pour la société. Là. Cool. Oui, tout à fait. Merci. Merci à toi.